l'espace à Auriol, et pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé au fond des expressions artistiques de l'univers dans l'histoire de l'art ancien, que je m'étais arrêté surtout aux périodes, disons, de rupture, de révolution, notamment à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Eh bien, ce soir, je vais vous proposer la suite, au fond, de cette conférence de l'année dernière, puisque je vais vous parler des expressions artistiques de l'univers pour le XXe siècle, c'est-à-dire pour l'art moderne et l'art contemporain, où nous allons visionner quelques exemples d'interaction entre l'art et l'astronomie, les théories physiques, les modèles cosmologiques, la cosmologie étant en fait, comme le dit Jean-Pierre Luminet, l'étude de l'univers à toutes les échelles de temps, d'espace et de matière. Au fond, la cosmologie nous parle de la structure de l'univers, de la forme de l'univers, mais ça, peut-être que je vous réserverai une conférence l'année prochaine sur cette question des formes de l'univers, disons, contemporain, qu'on retrouve aussi bien dans les cosmologies contemporaines que dans l'art contemporain. Au fond, prolongeant le sujet de la conférence de l'année dernière, cette nouvelle intervention vous propose en fait de continuer le voyage dans les espaces-temps recoupés de l'univers et de l'histoire de l'art. Comment les révolutions artistiques du XXe siècle entrent en résonance avec les révolutions de la physique et de la cosmologie, et comment ces révolutions de la physique et de la cosmologie du XXe siècle modifient à leur tour les conceptions que les artistes se font, par exemple, du temps et de l'espace. Comment ces révolutions poussent les artistes même à s'approprier les lois de la physique pour inventer de nouvelles formes d'art. Et nous verrons bien sûr comment ces révolutions du XXe siècle amènent les artistes à de nouveaux questionnements, mais aussi à un approfondissement de questions qui sont parfois très anciennes, ce qui veut dire qu'on va faire quand même quelques petites digressions, quelques petites incursions dans l'histoire de l'art ancien. Alors, vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, j'avais pu introduire, disons, le XXe siècle par quelques tableaux emblématiques, importants, et je vais revenir quand même sur ces 2-3 tableaux avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Et nous avions donc débuté les révolutions du XXe siècle avec ce tableau de Pablo Picasso, intitulé Violon et raisin, datant de 1912, et nous étions posés alors la question, au fond, c'est quoi le cubisme? Comment on peut le définir? D'abord, le cubisme, c'est une révolution dans la représentation de l'objet. On voit ici, par exemple, qu'on a une nature morte, au fond, qui pourrait être très classique, c'est-à-dire un violon et une grappe de raisin, sur une table, probablement. Mais vous voyez que le violon, on le voit aussi bien de face, avec les ouïes, par exemple, de face, que de profil, avec, vous voyez, en haut, la crosse de profil. Ça veut dire que là, il y a une révolution début du XXe siècle dans la représentation qui fait qu'on ne regarde plus ce que l'on voit, on regarde ce que l'on connaît. C'est ce que le célèbre historien d'art britannique, enfin d'origine autrichienne, Ernst Gombrich, appelle la méthode égyptienne. Mais si ce n'est que cette méthode égyptienne qui consistait par exemple à mettre un visage de profil et un œil de face, est ici évidemment réinterprétée de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus violente, parce que au-delà, je dirais, d'une recomposition de l'objet selon un mode, je dirais, cognitif, un mode de connaissance, eh bien là, on aboutit même à une déconstruction complète de l'objet, à une dislocation de l'objet, et ça, c'est le premier scandale du cubisme, c'est-à-dire la remise en cause de l'ordre établi, pourrait-on dire, des choses, de l'ordre harmonieux, en fait, des choses. Surtout, il y a plus grave, en fait, dans le cubisme, c'est qu'il y a en même temps une déconstruction de l'espace. Si on parle de l'espace tel qu'il était représenté
à la Renaissance, que j'avais pu vous montrer l'année dernière, c'est-à-dire en perspective, hein, avec des lignes de fuite qui convergeaient vers un point de fuite. Bien, vous imaginez un pont-levis. Bon, l'image est de Daniel Salmon. Hein. Vous imaginez un pont-levis et vous relevez, vous posez des objets sur le pont-levis. Hein. Ce sont les objets de votre nature morte, de votre tableau. Et ce pont-levis, eh bien, vous le relevez et vous imaginez que le plan du tableau, eh bien, c'est une vitre. Donc vous relevez, vous voyez, votre pont-levis, vous relevez le fond du tableau, l'espace, et hop, les objets viennent s'écraser contre le plan du tableau, qui est une espèce de vitre. Voilà, ça récupère un petit peu un des thèmes qui était celui d'un humaniste de la Renaissance, Alberti, un théoricien de la peinture, qui comparait le tableau donc à une fenêtre. Autrement dit, on n'est plus dans un espace en 3 dimensions, on revient dans un espace plutôt en 2 dimensions, où les plans de l'objet et les plans du fond ont tendance à se confondre. Par exemple, est-ce que là c'est une partie de l'intérieur du violon, ou est-ce que c'est une partie de la table, une partie du fond? Vous voyez, on a du mal à situer le rapport entre l'objet et le fond, mais il y a dans ce tableau sans doute encore quelque chose qui est très différent de l'art ancien. En dehors de la dislocation de l'objet et de la déconstruction de l'espace, c'est que si on prend les natures mortes hollandaises du XVIIe siècle, je vous en avais montré une l'année dernière, eh bien au fond, on a un objet qui occupe une position plus ou moins stable, parce que parfois il peut être représenté en déséquilibre, dans un espace qui est un contenant extérieur immobile. Et on est dans ces natures mortes hollandaises du XVIIe siècle, à l'époque de la physique de Newton. Bon, Newton établit sa loi de la gravitation universelle entre 1666 et 1669. Il la publie dans les Principia d'ailleurs plus tard, en 1687. Et au fond, pour Newton, comme pour Galilée, ce qui définit même l'univers, c'est-à-dire au fond l'unité de la diversité des objets célestes, ce sont des mêmes lois physiques qui s'appliquent partout. Et pour Newton, l'univers est infini, ce qui pour nous pourrait sembler naturel, ce qui quand même avait posé d'énormes problèmes au XVIe et XVIIe siècle, parce qu'on héritait des cosmologies médiévales et qu'il était dangereux, comme l'a fait par exemple Giordano Bruno, de dire que l'univers était infini, même peuplé d'une infinité de mondes. Et Giordano Bruno, on sait, l'a payé de sa vie, hein, il a été légif à Rome en 1600. Et vous voyez, pourtant, dans les années 1660, cette idée ne posait plus de problème. Donc pour Newton, au fond, l'univers était infini d'une part, et il était éternel d'autre part. C'est-à-dire qu'il avait toujours été tel qu'on le voyait, il le serait en quelque sorte toujours. Donc un espace-temps qui est figé, qui est immobile, et un objet qui est situé dans cet espace-temps. La peinture du XVIIe siècle, disons, est en résonance assez fidèle finalement avec la physique de Newton. Sauf que, eh bien, dans ce tableau, c'est pas tout à fait le cas. L'objet qui est lui-même, vous voyez, compressé par l'espace, écrasé, vous voyez, par l'espace, hein, vous avez l'impression que l'objet se dissocie, hein, selon un axe de symétrie centrale. Eh bien, cet objet qui est écrasé par l'espace déforme aussi l'espace qui est autour de lui, vient même interpénétrer l'espace qui est autour de lui. Ça veut dire que l'idée, évidemment, d'un objet qui déforme l'espace qui est autour de lui appartient déjà à une autre physique, qui est bien sûr celle d'Einstein, qui est la physique du début du XXe siècle. Alors si nous considérons évidemment les années de publication des théories d'Einstein, hein, la théorie de la relativité restreinte, hein, dans les 3 articles de 1905, et la théorie de la relativité générale, 1915, on est en plein dans les années du cubisme. Hein. Le cubisme commence entre mai et juillet 1907, hein, lorsque Picasso, ayant vu les Césars au Salon d'automne 1906, commence les Demoiselles d'Avignon, hein, et bon, disons, va perdurer, va être un mouvement d'avant-garde à peu près jusqu'à la fin 1913, début 1914. L'objet déforme l'espace autour de lui,
et l'espace n'est plus un contenant passif. Voilà ce qu'on a au fond dans le cubisme. Il y a interaction entre l'objet et l'espace, exactement comme il y a interaction entre la masse et l'espace-temps dans la physique d'Einstein. Alors naturellement, de même que les théories de la relativité restreinte et générale ont bouleversé la physique du début du XXe siècle, eh bien le cubisme va libérer lui aussi d'autres avant-gardes, va libérer, on pourrait dire, d'autres énergies, d'autres révolutions fondamentales dans l'histoire de l'art. Et très rapidement, entre 1909 et 1912, des artistes considèrent qu'on peut abandonner au fond le monde visible, le monde de l'objet, pour explorer un univers plus vaste qui est régi par une autre physique et qui est régi par une autre plastique. C'est l'invention de l'abstraction, fin 1909, début 1910, qui sera, disons, une aventure d'une bonne cinquantaine d'années jusqu'au début des années 60, avec d'abord des gens comme Kandinsky, comme Klee, comme Malevich, comme Mondrian, puis Urbain dans les années 30, et après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, les Américains, Pollock, Rothko, de Kooning, ou les grands abstraits européens comme Soulages ou Rémy Moore. Bon, beaucoup de grands artistes, bien sûr, dans ces formes d'art tout à fait expérimentales, en tout cas pour le début du XXe siècle. Et je vous avais présenté, c'est la diapo suivante, s'il te plaît, Baptiste, je vous avais présenté rapidement, si je me souviens bien, ce tableau à la tache rouge de Vassily Kandinsky, donc l'un des inventeurs, si ce n'est le premier inventeur, dès fin 1909, début 1910, de l'abstraction. Kandinsky, pour vous situer avec une 1866 à 1944, et vous voyez, ce qui frappe ici, c'est que si on reprend le tableau cubiste de Picasso, avant on a l'impression d'avoir avec le cubisme presque un tableau classique. Tellement ici on est dans quelque chose de plus radical encore, c'est une composition, bien que pour Kandinsky il s'agit véritablement de rompre avec le monde visible. Et on pourrait presque dire qu'une révolution physique s'est produite ici. C'est qu'à part, vous voyez, la tache rouge, on la voilà. On pourrait presque dire que c'est le seul objet qu'on arrive à peu près à reconnaître. Alors c'est vrai que chez Kandinsky il y a des réminiscences, une arche plus ou moins ronde, peut-être une montagne, ici peut-être des chevaux, bon. Mais c'est très, vous voyez, c'est très, très ténu. Et surtout, la couleur, vous voyez, c'est libéré de la forme. Alors, cet héritage nous vient de la Renaissance, en particulier la Renaissance florentine du début du XVe siècle, où finalement on posait d'abord l'espace, on définissait la limite des objets, on posait la couleur à l'intérieur. Et bien Kandinsky opère une rupture avec ça. Regardez, vous voyez comment cette tache rouge, qui est finalement la seule tache limitée, va être reliée à une espèce de, ce qu'on appelle encore à l'époque une nébuleuse, je vais y revenir, mais une espèce d'explosion de couleurs, cernée de noir, mais là, il n'y a plus de contour, il n'y a plus de limite, quasiment, en bien des endroits, la couleur va s'étaler librement, elle s'est libérée, je dirais, d'une espèce de membrane, du dessin, du contour, et alors bon, le point de vue d'ailleurs de Kandinsky, qui avait une formation scientifique d'ailleurs et qui avait un propos, notamment dans le spirituel, dans l'art rédigé en 1912-1914, donc qui est un propos souvent spiritualiste, c'est que pour lui, à la réalité matérielle, s'était substituée la nécessité intérieure, la réalité spirituelle. Même ce qui m'intéresse ici, c'est que, vous voyez, la couleur s'étale librement, que cet univers est complètement flottant. Vous voyez, dans le cubisme, on a encore, malgré tout, un sol. On a encore une ligne de sol, on a un axe de symétrie centrale. Là, l'axe de symétrie centrale, bon, à la limite ça, mais il n'est pas vertical. Et puis il n'y a pas de sol. C'est-à-dire qu'on flotte complètement. On semble, tous ces objets semblent être en état, je dirais, d'impesanteur ou d'apesanteur. Et bien sûr, ces objets évoquent aussi bien, par exemple, des cellules que ce qu'on appelle encore des nébuleuses, ce qu'on appelle maintenant des galaxies ou des supernovas, c'est-à-dire des objets célestes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Kandinsky était très féru de ces images. D'ailleurs, il parlait souvent de l'aviation, parce que bien sûr, la grande découverte du XXe siècle, c'est quand même l'aviation. Mais il parlait souvent justement de ces galaxies, de ces phénomènes violents dans l'univers, et il utilisait des images, aussi bien les premières images qu'on avait des cellules à l'époque, que ce qu'on appelait encore des nébuleuses, qu'on appellera
des nébuleuses jusque Hubble. Bon, il est à la fois dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Alors Kandinsky pensait plutôt en musique. Il disait au fond, on devrait faire de la peinture comme on fait de la musique. Lorsqu'un musicien compose un air, une mélodie, il va se préoccuper bien sûr de sa mélodie ou de son harmonie, c'est-à-dire de la science des accords et des sons. Eh bien, un peintre devrait, plutôt que de vouloir représenter quelque chose que l'on voit, devrait se préoccuper des jeux de couleurs, de lignes, vous voyez, des effets de matière, d'estompage, de lumière, etc. C'est ça, au fond, hein, la peinture abstraite, même s'il y a toujours, évidemment, chez Kandinsky, des arrière-plans spiritualistes. Et alors, parfois, il pense même en musicien, c'est-à-dire pas simplement en objet, en espace, mais aussi en durée, en temps. Hein. Par exemple, il y a un signe tout à fait, étrange, particulier ici, vous voyez, qui se répète, hein, à peu près 3 fois le même, hein, bleu, rouge, bleu. Alors, le bleu étant pour lui plutôt une couleur spirituelle, le jaune étant plutôt une couleur terrestre, le rouge étant plutôt associé à l'énergie. Hein. Alors voilà, bon, un premier signe bleu, deuxième signe rouge, troisième signe bleu qui se ressemblent et qui semblent en fait se superposer. On a là presque une structure musicale qui s'appelle la fugue. Là, on commence une mélodie, et avant qu'elle ne se termine, on la recommence, et ça devient donc une harmonie, les sons viennent se tuiler, hein, forment une espèce de tuilage. Donc ça veut dire qu'il pense non seulement en termes d'espace, mais il pense en termes de durée, hein, en termes, en quelque sorte, d'espace-temps, et alors aussi, je dirais, en termes d'expansion. Regardez, finalement, on pourrait presque dire que le tableau commence là. Il y a une espèce d'explosion. Alors là encore, hein, ça peut nous faire penser à des supernovae ou à des galaxies. Vous voyez, bleu, rouge, hop, une extension bleue là, une autre extension rose-rouge là, et tout ça, ça semble, vous voyez, pousser, se contracter ici, et à nouveau s'étendre, pousser vers la tache rouge. Vous voyez, il y a à la fois des compressions, des dilatations, et une espèce d'expansion, vous voyez, des signes à l'intérieur des tableaux, comme si, justement, ces signes déformaient l'espace ou l'espace-temps du tableau. C'est quand même un tableau de 1914, hein, et cette idée, évidemment, d'expansion, une espèce d'univers ici de couleurs en expansion, est une conséquence, en fait, de la théorie de la relativité générale. Mais en réalité, Einstein était contre. Hein. Il avait même introduit une constante cosmologique pour bloquer l'univers, et il avait dit finalement en 1931 que c'était la plus grande bêtise de sa vie. En fait, cette idée vient en partie, du moins, des observations de Edwin Hubble. Tout à l'heure, Jean-Baptiste a présenté une image de ce qui est actuellement le mont Wilson. Et bien, Hubble a observé au télescope Hooker du mont Wilson, qui était le plus puissant donc, à l'époque. Et il y avait une querelle au début du XXe siècle. La plupart, disons, des astronomes pensaient que ce qu'on appelait des nébuleuses, donc des taches un peu floues, appartenaient à la Voie lactée. Et ça, c'était d'ailleurs ce qu'avait établi Galilée avec sa lunette. Donc vous voyez, on était encore, malgré tout, dans l'univers du XVIIe siècle. Hein. Et bon, quelques astronomes, quand même, soupçonnaient qu'en réalité, l'univers était beaucoup plus vaste qu'on ne pensait à l'époque, et que ces nébuleuses étaient en fait extérieures à la Voie lactée, notamment Veso Schiffer, qui était un astronome américain avec qui Hubble avait un moment travaillé. Et finalement, Hubble a pu, en effet, observer et calculer, grâce à ce télescope, que la galaxie d'Andromède, M31, est effectivement extérieure à la Voie lactée. Et donc, c'est seulement à partir de 1924 qu'on sait qu'il existe des milliards, au moins une centaine de milliards de galaxies extérieures, bien sûr, à la Voie lactée. Vous voyez, en 1924, l'univers prend évidemment une extension considérable. Hein. Hubble continue ses observations, et donc il constate, en utilisant la spectroscopie, que les galaxies s'éloignent. Hein, et pourquoi il le constate? Parce que, évidemment, la lumière tend vers un certain infrarouge qu'on appelle le redshift.
Donc par effet Doppler, il constate que les galaxies s'éloignent et il publie en 1927 ces lois. Donc les galaxies s'éloignent de la nôtre et elles s'éloignent d'autant plus rapidement qu'elles sont déjà lointaines. En réalité, c'est un chanoine astrophysicien belge, Georges Lemaitre, qui d'ailleurs à l'époque n'était pas tellement connu parce qu'il écrivait en français, tout bêtement. Les autres évidemment écrivent en anglais. Et Lemaitre a compris la véritable nature de l'éloignement des galaxies en expliquant que ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent, c'est le fluide de l'espace-temps de l'univers qui s'étend. Il faut imaginer, vous voyez, un cake avec des raisins. Vous le mettez au four, donc ce ne sont pas les raisins qui bougent, c'est le cake qui gonfle. Voilà. Bon. Eh bien, c'est un petit peu ça. Et évidemment, Lemaitre se dit, mais puisque l'univers est en expansion, eh bien, il a dû arriver à un moment où, si on revient dans le passé de l'univers, il était de plus en plus dense et de plus en plus chaud, jusqu'à atteindre un point, disons, de densité, non pas peut-être infinie, mais enfin en tout cas très très fort, très très chaud. C'est ce qu'il appelait en 1931 l'atome primitif. Alors, il faut bien dire quand même que, même si cette idée était défendue par Georges Gamow, par Friedman et quelques autres, elle n'était pas du tout en odeur de sainteté, que beaucoup d'astrophysiciens étaient sceptiques, notamment le fameux Fred Hoyle, qui dans une émission de la BBC en 1947 a inventé la fameuse expression Big Bang, alors qui est bien pratique, et quand on la traduit, c'est ridicule, Big Bang, c'est-à-dire le grand boom. Alors évidemment, elle est bien pratique, mais elle est complètement fausse. Le Big Bang n'est pas une explosion. Combien de fois on voit cette iconographie fausse, des reportages, etc. On voit une explosion. Ce n'est pas une explosion, c'est une inflation. Vous avez une particule, quelque chose qui est la taille d'une particule, va augmenter. Et d'ailleurs, ça a été mis en évidence au début des années 80 par la Gut, l'hyperinflation des tout débuts de l'univers. Et il faut quand même attendre 1965 avec Penzias et Wilson, qui sont deux radioastronomes des laboratoires belges, pour, disons, trouver quelque chose qui confirme cette théorie du Big Bang, puisque Penzias et Wilson repèrent le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire en ondes radio, la toute première lumière émise par l'univers. Attention, le Big Bang c'est 13,7 milliards d'années environ, et c'est seulement après 380 000 ans que la lumière parvient, je dirais, à se frayer un chemin dans le plasma primitif, puisque l'univers s'étend et se refroidit à peu près à 3000 degrés, et qu'il y a découplage entre matière et lumière, c'est-à-dire les photons ne sont plus réabsorbés, les électrons s'ordonnent autour des noyaux, constituant des atomes, ce qui permet aux photons de passer. C'est depuis ce temps-là que l'univers est transparent. Donc évidemment, on atteint une limite cosmologique. C'est pour ça qu'on parle de cosmic background en anglais, de fond diffus cosmologique, parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas ce qui s'est passé entre le Big Bang et 380 000 ans. On a pu quand même le reconstituer grâce aux accélérateurs de particules jusqu'à 1 milliardième de seconde. Il manque encore 1 milliardième de seconde, mais alors ça pose, et ça je vous en parlerai plutôt l'année prochaine, ça pose un problème quant à la définition même de la notion de Big Bang depuis à peu près 35 ans maintenant. Mais je ne vais pas vous en parler là parce que ça nous mènerait évidemment un petit peu trop loin. Par contre, ce qui est, vous voyez, très intéressant, c'est que dès le début du XXe siècle, les artistes envisagent bel et bien un univers qui est constitué d'espace-temps et d'espace-temps d'expansion. Et là, on va trouver ça, si tu peux passer la diapositive suivante, s'il te plaît, on va trouver ça avec un autre grand inventeur de l'abstraction, Paul Klee. Paul Klee qui a vécu de 1879 à 1940, qui était peintre, graveur, dessinateur, musicien, qui avait d'ailleurs atteint un bon niveau en musique classique. Alors ça, c'est un tableau, une espèce, vous voyez, on a appelé ça les tableaux dentelles, les tableaux de dessin, de 1927 en l'occurrence, Pastoral Hickman. Et Rythme pastoral, vous voyez, qui est une espèce, presque un dessin d'enfant, pourrait-on dire, parce que, évidemment, j'entendais, moi, quand j'étais enfant, encore dans les années 60, mais c'est un enfant de 2 ans, 5 ans, fait autant, c'était sans doute le meilleur compliment qu'on aurait pu adresser à ces hommes qui avaient été formés dans les académies, qui ont fait des efforts immenses pour s'affranchir de la virtuosité et trouver, disons, une expression qui soit plus profonde, qui soit moins attachée au savoir-faire.
Et alors, on connaît aussi ses opinions, ses conceptions, dans ses cours, notamment l'histoire à ses étudiants. Vous voyez, une espèce de périmètre, c'est comme une miniature médiévale, un fond, mais si ce n'est qu'elle est abstraite. Et là, on voit des signes, vous voyez, tout simple, hein, tout bête, ça appartient, c'est une espèce de, je dirais, de fond commun à l'histoire de l'humanité, parce que ça pourrait être des incisions qu'on trouve, par exemple, sur les poteries néolithiques, ça peut être aussi des motifs de broderie, de tapis, etc. Hein. Et ça ressemble à une page, on pourrait peut-être dire de poésie, de dessin, à une partition, parce qu'il y a aussi beaucoup de musique, il y a aussi de la durée chez Paul Klee. Vous voyez, on commence souvent par le bas, on a les signes les plus simples. Bon, il racontait souvent que ces tableaux, c'est un peu comme de la croissance d'arbres, de végétaux. Bon, on commence par des signes simples, tout bêtes, hein, des losanges, par exemple. Bon, on a ensuite, vous voyez, on a des signes un tout petit peu plus complexes, avec des jambages comme ça, alors, qui peuvent ressembler à des voûtes célestes, hein, quelque chose de plus céleste. On parlait, lui, de l'eau descendue du ciel. Bon. Et alors, plus on monte, vous voyez, plus les registres s'élargissent, avec même, vous voyez, des espèces d'arbres qui ressemblent même ici à des chandeliers à cette branche, des arbres. Alors ici, ce sont, vous voyez, plutôt des feuillus. Alors, il donnait deux valeurs aux arbres. Vous voyez, le feuillu qui a ces branches comme ça, c'est pour lui l'inspiration, tandis que les sapins, les épicéas, les résineux, qui ont leurs branches comme ça, c'est plutôt l'expiration. Donc il y a quelque chose de biologique, il y a quelque chose de végétal, bon, il y a quelque chose aussi de scripturaire, de poétique, de musical, et puis on a des ronds. Vous voyez, alors Klee disait par exemple que les ronds remplis de noir étaient plutôt des sons graves, les petits cercles comme ça étaient des sons aigus. Alors j'adorais être compositeur pour essayer de transcrire ça en musique. On aurait par exemple, vous voyez, une espèce de mesure régulière avec ces ronds, mais ces ronds, ça peut évoquer aussi des planètes. Alors bon, on a une espèce de paysage, vous voyez, qui se constitue, bon, avec des arbres, des planètes, des étoiles. On a des rythmes, hein. Alors on a des barres, par exemple, de mesure. Et on a des rythmes. Donc on a du musical qui apparaît. Et regarde en haut, des ronds, et des multipliés, des plus, des ronds et des étoiles. Alors évidemment, là, on peut se dire, tiens, planète, étoile, vous voyez, on va fonctionner par analogie. Alors vous voyez, Klee est moins radical que Kandinsky. Hein. Il y a des éléments qui ressemblent à des éléments qu'on peut connaître du monde visible. Il disait, je peins avec des souvenirs. Et puis on arrive là, on franchit, vous voyez, sans cesse les limites, et là, hop, c'est quoi la peinture? Ouais, c'est tout bête, la peinture, c'est de mettre, c'est le grand art, hein, c'est de mettre, voilà, simplement le en haut. Si on l'avait mis en bas, par exemple, on se serait dit, c'est de haut, par analogie. Sauf que là, on l'avait en haut, au-dessus des planètes et des étoiles. Donc là, on est dans un ciel, finalement, dans quelque chose qui va suggérer un ciel. Bon, un ciel au-dessus du ciel, si vous voulez. Donc une espèce d'infini. Et là, vous voyez qu'on a voyagé dans l'espace, on pourrait dire de quelque chose qui est comprimé au sol, qui est peut-être même souterrain vers le ciel, mais on s'est déplacé dans des rythmes. On a voyagé aussi dans de l'espace-temps, dans de la musique, dans de la durée. Et bon, Klee, dans une de ses conférences des années 20, disait l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Hein, ça veut dire qu'il rend visible, sous-entendu, finalement, ce qui constitue l'univers, l'espace, le temps, la matière, mais aussi la vie, le rythme, le fonctionnement, en quelque sorte, de la nature. Et il faut se souvenir quand même qu'Albert Einstein aimait beaucoup Klee. Et ça, là-dessus, c'est pas trompé. Alors qu'on n'est pas vraiment dans un univers court, vous voyez, c'est pas tout à fait Kandinsky, mais on est plutôt dans un espace-temps. Hein. Alors, bien sûr, plutôt que de situer chronologiquement, disons, les interactions entre l'art et la cosmologie et la siècle, parce que le sujet serait très long, et je continuerai d'ailleurs de vous parler de ce sujet
l'année prochaine, parce qu'il faudrait parler bien sûr des théories de la relativité, il faudrait parler un peu de la physique quantique, il faudrait parler aussi depuis 35 ans à peu près de la théorie des cordes notamment, et de ces différentes alternatives ou contestations. Donc plutôt vraiment que de faire on pourrait dire un exposé très universitaire là-dessus, je vais quand même m'attacher à, je dirais, expliciter deux domaines privilégiés de ces interactions entre l'histoire de l'art et l'histoire, disons, de la physique contemporaine. D'abord, les relations à la physique, c'est-à-dire aux forces, à la matière, et ensuite la relation à l'espace-temps. Il faut bien comprendre que l'art du XXe siècle est traversé par un double mouvement. Bien sûr, on pourrait dire ses préoccupations propres, ses problématiques propres, qui sont celles du cubisme, des expressionnismes, des abstractions, du surréalisme, et après la Seconde Guerre mondiale, de l'expressionnisme américain, des abstractions lyriques européennes, puis de l'art minimal, de l'art conceptuel dans les années 60, etc. Et aussi, bien sûr, des bouleversements, forcément, l'histoire de l'art, comme l'histoire de la littérature, par exemple, est forcément traversée par les bouleversements politiques, sociaux de l'histoire, et aussi, bien sûr, par l'histoire des idées, et en particulier, je dirais que l'art moderne et l'art contemporain est un art traversé par la physique, ce d'autant que, disons, dans les années 50, l'art contemporain a essayé d'élargir le champ de l'art, l'expérience artistique, et a voulu quitter le champ de la seule peinture, le champ de l'image, pour aller du côté, disons, de l'objet, même parfois du champ de rêve, et de ses forces. On va passer, s'il te plaît, la photo suivante. Et c'est le cas notamment dans l'art cinétique. Alors l'art cinétique a été inventé au faute de les années 30 par Alexander Calder, que vous connaissez de nom, qui est l'inventeur des mobiles, qui est devenu en fait au milieu des années 50, en 1955, le chef de file d'un petit groupe d'artistes, parmi lesquels figuraient Takis, Soto, Tinguely, notamment. L'art cinétique, c'est un art fondé sur le mouvement. Donc, on va plus faire des tableaux abstraits ou figuratifs, on va présenter des objets qui sont mus par des moteurs ou par des forces. Et un des grands représentants de cet art cinétique, c'est Takis, qui était français d'origine grecque, et qui lui travaille sur des sources d'énergie invisibles, en particulier sur la force électromagnétique. Alors c'est un artiste qui a une réelle culture de physicien, scientifique, qui a pas mal travaillé aussi avec des ingénieurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, et qui réhabilite un petit peu d'ailleurs cette figure de l'artiste savant, de l'artiste ingénieur qu'on avait connu chez Alberti, chez Léonard de Vinci, qui est bien sûr le plus connu, et en même temps l'artiste bricoleur. Alors ça, c'est un objet, vous voyez, 1960, télésculpture. Pourquoi télésculpture? Parce que, vous voyez, vous avez un générateur ici, et vous voyez des fils avec des cônes, donc métalliques qui sont attirés par des aimants. Donc ces cônes se mettent à flotter, en quelque sorte, dans l'espace. Alors, vous voyez, là, il montre son dispositif, le générateur, parce que pour lui, c'est une sculpture, c'est une matière, en fait, de l'expression. On va passer la diapositive suivante. La télépeinture, 1971, l'art cinétique s'est développé tout au long des années 60 et 70. Donc là, le générateur d'invisible, il est derrière. Vous avez donc un tableau monochrome. On retrouve évidemment ces mêmes cônes métalliques qui sont attirés, qui sont aimantés. Donc, une image ne réussit pas trop, mais c'est tout à fait étonnant, même encore maintenant. Je pense que le public, dans les années 50 et 60, était peut-être un peu plus naïf que nous, mais finalement, c'est encore toujours étonnant de le voir. Ou, on va passer la diapositive suivante, le mur magnétique. Voilà, on le voit de profil, 1961. Alors, au fond, Takis aime bien cacher ces dispositifs. Il considère que la technique doit inclure un certain mystère, dépasser, disons, la simple perception optique. Il doit toujours y avoir une partie invisible, une partie, disons, cachée.
je vous cite d'ailleurs une phrase de Takis qui nous dit l'univers naturel n'a été perceptible à nos sens que par l'intermédiaire d'un nombre croissant de truchements, microscopes, je vous rappelle, inventé au début par Anthony Van Leeuwenhoek, 1672, le télescope inventé en 1608, rayons X, infrarouge, ultrasons, images de synthèse, pixelisation, thermographie. Ces images constituent pour la plupart des transcriptions graphiques d'une expérience imperceptible à nos sens. On passe l'image suivante, s'il vous plaît, toujours de Takis. Alors là, c'est une installation intitulée The Evidence of the Unseen, l'évidence de l'invisible, datant de 1968. Vous avez une sphère, vous voyez, qui est attachée par un fil. Là, vous avez un aimant. Et bien sûr, la force électromagnétique qui fait que la sphère est attirée par l'aimant, mais elle est attachée, donc elle ne peut pas toucher l'aimant, va se transformer en force cinétique, en quelque sorte. La sphère va se mettre à se balancer. Donc c'est contrarié évidemment ici les lois de l'électromagnétisme. Plus étonnant encore, je peux passer la diapositive suivante. L'hommage à Vénus, l'œuf, le Big Bang, datant de 1985. Alors ça c'est tout à fait étonnant, donc c'est réalisé sans trucage. Passer la main, je ne vous conseille pas trop parce qu'il y a un méchant champ électromagnétique en dessous, parce que ça fait 2 mètres de haut quand même. C'est très très impressionnant. Et vous avez en fait une bobine d'induction, un aimant, et en fait là c'est tout un travail sur l'antigravité. Au lieu que ça s'attire les métaux particuliers, je crois que c'est un œuf en manganèse, si je me souviens bien, entre en répulsion. C'est très dangereux, parce que donc, le public ne peut pas toucher, parce que si on touche l'œuf, ça peut partir très, très rapidement. Donc c'est tout à fait particulier, et ça demande évidemment une technologie assez pointue. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'art technopolitique. C'est-à-dire qu'avec cette technologie-là, tout cet appareil, en quelque sorte scientifique, on va produire cette image, cet objet même, qui est tout à fait étonnant, qui vient perturber notre relation réelle, utilisant cela uniquement la force électromagnétique. C'est-à-dire prendre les lois de la physique pour les détourner, pour leur donner un autre possible, finalement, et c'est évidemment une des fonctions de l'art. Alors, le rapport à la physique peut être très spectaculaire aussi dans une tendance de l'art contemporain, qui était issue en fait de l'art minimal, de l'art conceptuel des années 60, qu'on appelle le land art, qui est apparu fin 67, début 60, essentiellement américaine, avec des gens comme Smithson, Walter de Maria, Denis Oppenheim, Michael Heiser et Richard Long, des scientifiques britanniques. Alors, depuis le début des années 80, on a maintenant, disons, une deuxième, voire une troisième génération. Les Américains ne parlent pas tellement d'ailleurs de land art, ce qui est un terme européen, ils parlent d'Oxworks, travaux avec la Terre. Alors, je vais montrer une installation, bon, qui a l'air comme ça tout à fait quelconque. C'est une installation de Walter de Maria, qui est faite à Quémada, dans le Nouveau-Mexique. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs, parce qu'il y a un hôtel pas très loin, à 2 km environ. Et alors, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez? Des pieux, vous voyez, d'acier poli de 4 mètres 50 à 8 mètres et quelques de haut, distribués en 400 carrés, parce que c'est immense, ça forme une espèce d'installation minimaliste, vous voyez, avec cette géométrie froide. Les Américains parlaient de cool art, un art distant, froid, dans un paysage, vous voyez, de steppe, d'apparence un peu irrégulière. Et alors ça forme une espèce de grand rectangle, d'1 mile de long, donc 1 km 610 poussières, jusqu'à 1 km de largeur. Vous voyez, c'est immense. Vous pouvez faire de la randonnée dedans. Vous voyez, on est dans de l'œuvre d'art à l'américaine. Très souvent, le land art, c'est dans l'étendue, une question évidemment d'échelle. Bon, on peut se dire, mais c'est l'art minimal, au fond, qui, au lieu d'être dans des musées, dans des galeries en ville, est au fond dans un lieu éloigné à plus de 1000 km, disons, de la première grande ville. Souvent dans les déserts ou les steppes du sud-ouest américain. Ça s'est fait dans l'Arizona, au Mexique, le Colorado, l'Utah. Et on peut se dire, bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on le comprend justement, tu as passé la diapositive, s'il te plaît, quand il y a de... Voilà.
C'est pour ça que lorsque vous arrivez dans ce fameux hôtel, eh bien, on vous fait signer une décharge comme quoi on vous interdit de vous balader en cas d'orage, évidemment, dans cette structure, que l'hôtel n'est pas responsable de vous, si vous avez quelque chose, si vous avez envie de vous suicider, c'est radical. Et donc là, évidemment, dans ces régions stépiques, en demi-saison, en octobre-novembre, surtout en octobre, quand on va avoir des orages. Et là, vous voyez, on s'aperçoit que l'intervention de Walter de Maria, c'est une structure d'attente, on pourrait dire. Alors ça s'intitule, je ne vais pas donner le titre, c'est The Lightning Wheel, le chant des éclairs. Et alors là, du coup, ça devient, vous voyez, une œuvre d'art totale. C'est-à-dire que là, vous avez... Ben, c'est la nature qui décide. C'est plus, vous voyez, c'est plus l'artiste qui fait l'art. L'artiste, c'est un programmateur. Bon, il a installé quelque chose pour faire de l'art à la nature. Et en l'occurrence, la force électromagnétique. Et vous voyez que ben, les éclairs forment une espèce de dessin. On pourrait dire que c'est le dessin le plus rapide qui soit. C'est l'esquisse la plus rapide qui soit. D'ailleurs, l'esquisse, ça vient d'un mot italien, schizzare, qui est jeté rapidement, et ça vient de la racine grecque schizène, la forme qui est donnée schizophrénie. Et alors, c'est l'esquisse la plus rapide qui soit, c'est à la fois du dessin, c'est de la peinture, il y a de la couleur, et c'est de la musique, parce qu'il y a du son, il y a du tonnerre. Là, je me procure une vidéo, c'est pas évident à trouver. Et alors là, c'est très impressionnant. Vous avez une œuvre d'art totale. Et vous voyez, là, on découvre un petit peu ce que disait Kant, c'est-à-dire que pour lui, le génie artistique, c'était l'artiste qui arrivait à prolonger le beau naturel, qui arrivait à une certaine sympathie, une certaine connivence avec le beau naturel. C'est un petit peu ça, vous voyez, ça réhabilite ça, c'est-à-dire que le beau ici n'est pas seulement artistique, il est aussi naturel. Et il y a une espèce de complément des deux. La nature, en quelque sorte, fait de l'art. Vous voyez ici, on va utiliser naturellement les lois de la physique. Alors, si je pars maintenant plutôt du point de vue de l'espace, de l'espace-temps, qui est notre deuxième thème, eh bien, il y a un artiste qui, lui, appartient plus à la génération d'après, dans les années 80, je vais passer à la diapositive suivante, qui est plus sculpteur, on pourrait dire, traditionnel, entre guillemets, dont les formes sont très intéressantes quant à leur résonance avec la forme, ou les formes possibles, bien sûr, de l'univers. C'est un certain Richard Deacon, qui est un artiste anglais, qui a appartenu à ce qu'on appelait la nouvelle sculpture anglaise du début des années 80, qui a été un peu une réaction contre l'art minimal, contre l'art conceptuel, ou même contre le land art, parce que vous doutez bien que pour faire une installation de land art, il faut une centaine d'ouvriers, il faut quand même des moyens, etc. Là, ce sont des artistes généralement issus de Londres, urbains, qui se sont dit on va réemployer, utiliser les objets de tous les jours, et puis on va leur donner, et on va revenir à la fabrication, à la sculpture, au détournement, on va leur donner une signification qui peut être sociale, poétique, etc. Et Deacon, par exemple, c'est quelqu'un qui a appris, bien sûr, au Royal College of Art, à sculpter, mais il n'est pas très à l'aise avec les matériaux traditionnels de la sculpture, le marbre, le calcaire, le bois, le bronzé. Il préfère utiliser des matériaux industriels, vous voyez, de l'acier galvanisé, de l'aluminium brossé, même des matériaux vulgaires, du linoléum, du contreplaqué, du bois stratifié. Et avec ces matériaux pauvres, un peu vulgaires, il fait des sculptures. Alors il soigne énormément son intervention. Et, par exemple, il va ici rifter avec des boules, une espèce de boules de la fabrication de l'industrie. Alors au fond, Deacon, de quoi il nous parle? Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous parle, on pourrait dire, du corps. C'est souvent une sculpture qui est liée au corps. C'est souvent à l'échelle du corps. Vous voyez, ça fait par exemple 5 mètres de hauteur sur 3,50 mètres de largeur, c'est pas énorme. En fait, il travaille beaucoup avec 3 parties du corps. La parole, vous voyez, en ce moment je vous parle, une espèce de code de parole qui s'étend vers vous. Vous entendez ma voix, donc c'est votre code auditif qui reçoit la voix et en même temps vous voyez. Et là encore, c'est un code visuel. Alors, cette structure du code qu'on trouve souvent dans la sculpture du Deacon, ici, Fix for the Eye, on pourrait traduire fait pour l'œil, plutôt un festin pour l'œil, 1986, vous voyez. Bon, l'œil, on pourrait peut-être encore le reconnaître ici.
mais vous voyez, ensuite, eh bien, on passe peut-être à la notion de regard, de vision. Ça s'élargit, ça s'étend, ça se tord, ça se déforme, hein, en quelque sorte. Et en même temps, ça pourrait être du langage, hein, ça pourrait être, vous voyez, un mot, or, du son qui s'étend, en quelque sorte, qui se déforme dans l'espace. Hein. Et on est donc dans une structure en déformation qui a tendance à se boucler. Hein. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, vous voyez, dans la sculpture de Dicone, c'est que là, je vais aller à l'intérieur. Je vais à l'intérieur, oui, mais alors dès que j'arrive là, je ressors, je rentre, je ressors. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis à l'intérieur de la sculpture ou si je suis à l'extérieur. Il y a du vide entre les différentes parties. Donc, autrement dit, il déstabilise la notion d'intérieur-extérieur. Alors, dites-moi, lorsque vous connaissez un objet qui n'a pas d'intérieur, qui n'a pas d'extérieur, qui s'étend, qui se tord. Ça s'appelle l'univers. Voilà. Alors évidemment, il y a quand même quelque chose évidemment d'assez étonnant. Dicone parle aussi beaucoup du corps. Et vous voyez, on a souvent quelque chose qui est de l'ordre d'un univers plissé, hein, d'un univers replié. Je vous parlerai l'année prochaine de l'univers chiffonné. Chez Jean-Pierre Luminet, l'univers chiffonné. Luminet, c'est quand même plus quelque chose de géométrisé sur la base du polyèdre. Bon, et en tout cas, on est dans les années 80-90. Hein. Or, jusqu'au début des années 80, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que l'univers, c'est tout ce qui existait. Hein, c'était tout le temps, l'espace, la matière, l'énergie. Il n'y avait pas d'avant l'univers, il n'y a pas d'extérieur de l'univers. L'année prochaine, depuis 30 ans, ces concessions battent de l'aile et qu'on développe des modèles, notamment des modèles mathématiques et physiques, qui émettent au moins un univers, ou avant, ou des multivers, ou différentes formes d'univers. Bon, ça devient un peu plus compliqué. Et pour moi, Dicone, vous voyez, s'inscrit complètement dans cette question-là. On va prendre un autre exemple. Une sculpture, hein, c'est ce que vous voyez dans le bois en blé, what could make me feel this way, qu'est-ce qui pourrait me faire percevoir, sentir cette voix. Bon, là, c'est assez grand, hein, 5,60 m, vous voyez, de largeur. Et là, c'est du bois, vous voyez, qui est plié. Et on est évidemment dans une structure complexe, tordue, et surtout dans un espace qui est très complexe, qui est enroulé. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours sur la théorie des corps, d'ailleurs je vous en parlerai un peu plus l'année prochaine, enfin, théorie qui est apparue en 68, qui a surtout eu un grand succès à partir de 1984, à peu près jusqu'en 2005, qui essayait de relier les deux domaines, disons, de grands domaines de la physique quantique, c'est la physique des particules, et la cosmologie, comme on dit, la description de l'univers, de l'espace-temps de l'univers. Et en fait, dans la théorie des cordes, string theory en anglais, string theory, on pourrait plutôt traduire par théorie des filaments. Il ne faut pas imaginer les particules comme des points, mais plutôt comme des filaments. Et des filaments qui s'enroulent à de très très petites dimensions, hein, c'est inférieur à la dimension de Planck, 10 puissance moins 33 cm. Vous prenez 10, vous mettez 0, et vous mettez 33 0 avant le 1. Évidemment, c'est très petit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas l'observer. Alors c'est une des raisons pour lesquelles depuis 2006 la théorie des cordes est un peu battue en brèche. Enfin, il y a d'autres raisons, c'est un peu compliqué de faire un exposé là-dessus, mais imaginez qu'au lieu d'avoir, vous voyez, les 4 dimensions d'espace-temps, hein, d'Einstein, de la théorie de la relativité générale, on est alors des très 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 petites dimensions qui sont à peine celles des particules, des pelotes de laine, vous voyez, pour une pelote de laine, vous la mettez là, c'est à peu près la théorie des cordes. Des espaces enroulés de 11 à 26 dimensions. Et donc c'est très très compliqué mathématiquement. Et là encore, vous voyez, Dicone est très proche, je dirais, de ces formes, hein, en quelque sorte, qui sont également enroulées. Hein. Alors, puisque là, on commence à parler quand même plutôt de la forme de l'univers, même de la forme de la matière, finalement, à très petite dimension ou à très grande dimension, eh bien, continuons un voyage dans l'espace-temps. Puisque de toute façon, on est dans l'espace-temps, rien ne nous interdit d'aller voir dans le passé. Parce que, évidemment, il n'y a pas quand même que les artistes du XXe siècle qui sont préoccupés de la durée du temps. Il y a naturellement de grands artistes dans le passé qui l'ont fait. Alors, par exemple, on va repasser par le XVIIe siècle.
Nicolas Poussin. Un paysage avec Orphée et Eurydice, qui date du plein XVIIe siècle, 1641-51. Nicolas Poussin, que vous situez, a vécu de 1594 à 1665, donc plein XVIIe siècle, le plus grand peintre français, qui a été en fait formé à Rome, au contact, disons, de la peinture, qui a été reconnu comme étant un peu l'archétype du peintre classique français, et qu'on a souvent comparé d'ailleurs à Descartes. Alors, on va dire que Poussin, vous voyez, c'est de la poésie en peinture, évidemment. Et alors là, le paysage avec Orphée et Eurydice, en fait, il tire ce tableau de deux textes, les Métamorphoses d'Ovide, auteur latin, et les Géorgiques de Virgile, qui nous raconte en fait que le jour de ses noces avec Orphée, je vous rappelle qu'Orphée c'est un fabuleux musicien, un fabuleux chanteur surtout, à tel point que lorsqu'il chantait, les arbres s'inclinaient sur son passage, il produisait un certain nombre de prodiges, chanteur mythique évidemment, et bien le jour de ses noces avec sa femme Eurydice, alors qu'Orphée charme ses convives de son chant et de sa lyre, Eurydice qui, pour préparer le mariage, ramasse des corbeilles de fleurs, se fait mordre par un serpent. Le serpent, on le voit ici, enfin avec le scannage, il a tendance à disparaître. Elle est mordue par un serpent, elle en meurt, et le pauvre Orphée est évidemment ravagé par le chagrin, il se sent même coupable parce qu'il n'a pas pu sauver sa femme. Et chez les Grecs anciens, on pouvait aller dans le monde des morts. D'ailleurs, qu'on le fasse exprès ou pas exprès. Celui de l'Anéchia, Ulysse creuse la terre dans l'Odyssée et il voit les fantômes d'Achille, d'Agamemnon surgir et lui dire « Oh, tu sais, c'est pas marrant, c'est mort, on s'emmerde terriblement, etc. » Alors bien voir que pour les Grecs anciens, en fait, le monde souterrain, on a trop tendance à penser en termes d'enfer. L'enfer chrétien, c'est pas un lieu de tourment. L'Hadès, c'est plutôt le monde souterrain, c'est le monde des âmes errantes. Alors, Orphée décide de descendre dans l'Hadès. Donc, il en prend une grotte, tout simplement, et il se met à chanter. Et alors, il chante son chant est si beau, alors que là encore, se produit des prodiges, la diction s'arrête, le rocher de Sisyphe s'arrête de descendre de la montagne, donc ça, quand même, pour le jeu de la physique, c'est assez fort. Et évidemment, Hadès est élu comme Perséphone par le chant d'Orphée, alors il conçoit ce qu'il ramène Eurydice parmi les vivants. Et il dit surtout, quand même, je t'interdis de faire une chose, c'est de te retourner. Il ne faut surtout pas que tu connaisses le monde des morts, surtout pas que tu connaisses la topographie, en fait, le plan des enfers. Alors il ressort, et alors qu'il voit la lumière du jour poindre par l'entrée de la sortie d'une porte, il entend un bruit derrière lui, et par réflexe, il se retourne, et là, il voit le fantôme, on pourrait dire de Nice, qui s'évanouit, qui disparaît. Alors oui, c'est un très beau mythe, donc il revient évidemment inconsolé et inconsolable parmi les vivants. C'est un très beau mythe parce qu'il nous dit beaucoup de choses. Il nous dit en particulier que, évidemment, il est en principe impossible de revenir du monde des morts. Néanmoins, l'art et la beauté ont la faculté d'entrouvrir cette limite absolue de notre espace-temps. Alors là, vous avez un très beau tableau, vous voyez, et qui est à la fois étrange parce qu'il est inquiétant. Vous avez un axe, bien sûr, de symétrie centrale. Vous voyez, Eurydice se bat, cette tour, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir commencer l'histoire. Notez qu'Eurydice se retourne et que personne ne la voit, sauf un personnage, le pêcheur, qui se retourne là, qui plutôt se tourne dans notre direction. Ça, c'était ce que disait Alberti. Il faut toujours qu'il y ait un personnage qui regarde le spectateur, pour inclure le spectateur dans l'action du tableau. Vous voyez, ça date du XVe siècle, un traité de la peinture de 1436, vous regardez le cinéma classique, le western classique, John Ford fait toujours la même chose. C'est extraordinaire, c'est ces choses qui demeurent. Bon, alors je vais vous décrire le tableau, très très beau tableau. Orphée là, il est là, et il est en train de chanter, vous voyez, pour ses convives. Et alors, Poussin faisait des maquettes, c'était très moderne la façon dont Poussin faisait des tableaux, il faisait des maquettes en carton. Et il disposait, il dit tiens cette tour, oh, non je la mets là, non je la mets là, bah, tiens je la mets là.
Hein. Alors il disposait ce qu'il appelait ses fabriques, hein, donc des objets architecturaux comme ça, des maisons, des tours, des châteaux, ainsi de suite. C'est ce qu'on fait maintenant avec une palette graphique, un cadre d'ordinateur. Alors il mettait ses fabriques, il mettait ce qu'il appelait les écrans latéraux, très souvent des arbres, très beaux arbres toujours, chez Poussin. Et puis il mettait ce qu'il appelait les péripéties, c'est-à-dire qu'on a un épisode central, évidemment c'est le drame ici, et puis on a les péripéties, Orphée qui chante. Et alors on va derrière, qu'est-ce que l'on voit? Une scène assez surprenante, des gens qui se déshabillent et qui passent sur une barque, sur un fleuve noir qui est sans doute le fleuve des enfers, une allusion au fleuve des enfers, le Styx. Et cette barque, c'est le passeur Caron, hein, qui embarquait les gens qui sont nus. Pourquoi ils sont nus? Parce que ce sont des âmes. Hein. Et il les embarque vers l'autre côté dans le monde des morts. C'est un monde un peu étrange, à la fois beau, mais un peu inquiétant, avec ici un pont qui ressemble beaucoup au pont sur le Tigre, un monument qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle maintenant le Castel Sant'Angelo à Rome, qui est l'ancien mausolée d'Adrien, et qui a été considéré comme un monument un peu funeste, parce que ça a été pendant longtemps une prison, et on voit des fumées un peu inquiétantes, là c'est vraiment l'enfer, hein. Mais des fumées qui en sortent dans une lumière soufrée. Alors, le jeune Poussin, lorsqu'il est arrivé à Rome à l'automne 1622, a une éclipse, hein, d'une dizaine de secondes, une éclipse totale, et c'est vrai qu'on a ce type de lumière un petit peu soufrée, hein, au moment juste avant une éclipse. Hein. Donc il y a peut-être même ici un lien avec l'astronomie. Alors, tableau qui est à la fois beau et évidemment inquiétant. Poussin disait que le thème en était la félicité sujette à la mort, vous voyez. C'est une peinture d'histoire, c'était la peinture la plus noble, c'est-à-dire de scènes poétiques, de scènes mythologiques avec un paysage. Alors, on pourrait se dire naïvement, bah oui, le paysage il est très beau, il est là pour décorer la scène d'histoire, mais pas du tout. Le paysage contient l'histoire, il en contient tout le programme. Hein, et alors, vous voyez, on continue notre tour. Là, on est dans les enfers. Et puis, on va revenir là. Et hop, on a le pêcheur qui se retourne. Et on a Eurydice qui se retourne. Tiens, le thème du retournement. Ça vous rappelle peut-être cette image d'Orphée qui se retourne. Vous voyez, il y a une espèce d'allusion au mythe. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, on a fait un cycle. On a fait un tour. Hein, un tour dans l'espace-temps de ce tableau. La musique nous indique qu'il doit y avoir du temps quelque part, que ça nous parle du temps, que ça nous parle d'une espèce de tentative de retour sur le temps, au fond. Un Orphée, c'est ça aussi là, hein, c'est parfois vouloir retourner en quelque sorte dans le temps. Alors Philibien, qui était l'un des grands supporters, je dirais, de Poussin, qui était un théoricien, un critique d'art à l'époque, disait que la fonction de la peinture était de révéler la beauté intelligible de la création. Et un autre grand artiste a parlé beaucoup de Poussin, d'ailleurs souvent de manière très pertinente, c'est Cézanne. Cézanne admirait beaucoup Poussin, et il disait, Cézanne, qui avait d'ailleurs comme modèle au départ plutôt Velázquez, Manet, qui voulait faire de la peinture couillarde, hein, il disait, il parlait ce terme-là, grande peinture, voulait dire, je veux faire du Poussin sur nature. Physique, parce que Poussin, lui, alors bien sûr, il fait des esquisses sur nature, etc., il sait très bien dessiner les arbres, etc., mais le Poussin, c'est un art complètement mental, hein, complètement intellectuel. Et alors, je veux faire du Poussin sur nature, et alors, Cézanne avait une très belle phrase, il disait, je voudrais, comme Poussin, mettre de la raison dans l'herbe et des pleurs dans le ciel. Voilà, un type qui a pigé Poussin, la raison dans l'herbe. Ça, c'est, effectivement, c'est très fort, c'est-à-dire que tout est composé, tout est... Vous voyez, c'est très cartésien, il y a une position après l'autre, il n'y a jamais deux positions en même temps, il y a une espèce de progression, mais en même temps, vous voyez, il y a une intensité évidemment poétique. Bon, bah, on va essayer de continuer notre voyage dans l'espace-temps. On va passer la diapositive suivante, s'il te plaît. Là, on revient au début du XVIe siècle, Jérôme Bosch, 1504-1510, le triptyque, politique, en réalité, il y a 4 panneaux, Grimani. Hein. Alors, avec, c'est très simple, hein, 2 panneaux à gauche, les enfers, rien de bien habituel hein, pour les enfers. Bon, les âmes des damnés tombent dans une espèce de dieu boueux, avec ce feu qui brûle mais qui n'éclaire pas. Et de l'autre côté, le paradis. Alors, les âmes sont présentées par des anges qui repeuplent le paradis terrestre,
qui est ici, mais le paradis terrestre n'est qu'une image, on pourrait dire, dégradée du vrai paradis, c'est-à-dire le paradis céleste. Ça, vous avez expliqué ça un petit peu l'année dernière, c'est que aussi bien dans le domaine de la cosmologie que dans le domaine, disons, de la métaphysique, notre monde, ça c'est une idée bien sûr qui vient de Platon, qui a été repris par Plotin, qui a été repris par les théologiens chrétiens du Moyen-Âge. Notre monde est au fond une image dégradée d'un monde qui est plus beau. Un autre monde infralunaire, c'est l'image dégradée du monde supralunaire, ça vient même d'Aristote. Bon, et puis, apparemment, le paradis terrestre est un beau paradis, mais il est imparfait par rapport au paradis céleste. Et le paradis céleste, il nous bien regardé. Les anges conduisent ces hommes et ces femmes nus, donc des âmes, vers quoi ce fameux tunnel extraordinaire qui est avec cette lumière blanche qui est au fond. Vous voyez les âmes qui sont conduites dans ce tunnel, donc dans ce passage vers la mort, et qui pour nous, modernes, évidemment, évoque irrésistiblement le fameux livre de Dr. Raymond Moody, qui avait fait d'ailleurs polémique en 1975, La vie après la mort, les expériences de near-death experience, les expériences de mort imminente, où ces patients racontent que ils sentent évidemment une expérience de décorporation, ensuite de perte, on peut dire de repère dans l'espace et dans le temps, et voient éventuellement un tunnel, quelque chose qui se rapproche avec une lumière. Alors, évidemment, je ne pourrais pas aller au-delà, je ne pourrais pas vous dire, évidemment, si au-delà, n'ayant pas d'ailleurs moi-même fait cette expérience-là, parce qu'on peut dire aussi que c'est peut-être une déprogrammation du cerveau, différentes explications. Mais ça peut aussi ressembler évidemment à un objet physique. Alors, on pensera bien sûr à un trou noir tel que le décrit Charcy en 1916. Je rappelle que la notion de trou noir, c'est trompeur. Alors, c'est curieux, d'ailleurs, comment en physique on a des objets, des noms d'objets trompeurs. Trou noir, en fait, c'est une masse, c'est pas un trou. Alors, évidemment, c'est une masse qui est très forte, très, très réduite, qui vient généralement de l'effondrement d'une étoile géante. Pour vous donner une idée, une naine blanche qui est déjà très réussie, c'est le Mont Blanc dans un dé à coudre, en poids. Pour donner. Alors, un trou noir, on n'a pas encore déterminé, je dirais, l'ordre de grandeur. Donc, c'est la place au début du 19e siècle qu'il doit y avoir des soleils noirs, c'est-à-dire des soleils de matière très dense que la lumière ne peut plus s'échapper. Et c'est Charles qui s'appuie sur la théorie de la relativité générale d'Einstein en disant qu'au fond, vous imaginez un tissu, un besoin au fond, c'est ça au fond un trou noir. Alors ça pourrait ressembler à un trou noir, mais la lumière s'échappe, c'est pas un trou noir. Donc, du point de vue de la physique, ça ne marche pas. On pourrait penser à un trou blanc, parce que Charcy avait imaginé que les trous noirs pouvaient être vraiment des trous, du coup, percer et passer dans un autre univers, donc devenir de la lumière jaillissante dans un autre univers, ou dans notre univers, mais repliés de cette manière-là. Bon, ce qu'on appelle des trous de verre, etc. Alors, là, évidemment, je ne vais pas parler de ces objets, je vous en parlerai d'ailleurs plus l'année prochaine. Ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais on remarquera par rapport à l'espace-temps que, évidemment, mourir, c'est quand même partir un peu. On ne sait pas où encore. Mais vous voyez, ça pose évidemment une question qui est une question très ancienne. Alors, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de ça dans notre espace-temps, essayer d'aller. L'année dernière, j'avais insisté au fond sur cette idée que la Renaissance était préoccupée de donner en quelque sorte une forme à l'espace. On peut dire que le XXe siècle, même s'il ne néglige pas l'espace, là, s'attache plutôt à donner une forme au temps. Il suffit, je dirais, de regarder les œuvres d'art, les films, de lire les livres. Et ça, depuis Proust, on donne une forme au temps. C'est-à-dire que le temps est réversible, que le temps n'est plus linéaire, que le temps est fragmenté, que l'on peut produire des flashbacks, qu'il est réversible. Ce qui est vrai aussi dans le nouveau roman, par exemple, dans les années 50 et 60, ce qui est vrai aussi dans le cinéma. On peut accélérer le temps, on peut le ralentir, on peut faire des flashbacks, etc. On peut l'accélérer même de manière comme ce que font les Marx Brothers, par exemple, dans Une nuit à l'opéra, dans le film pour moi très relativiste, ou Le Grand Magasin. Ou alors le temps peut être mécanisé, il peut être aliéné, c'est évidemment le temps moderne de Charlie Chaplin. Bon. Au fond,
les interrogations sur le temps sont très nombreuses au XXe siècle. On peut trouver des formes tout à fait étonnantes dans les arts plastiques. Alors voilà un passage, je dirais, parce que là on est au seuil de visibilité, comme on dit, je dirais, dans le milieu universitaire, dans l'art contemporain, une intervention de Richard Long, donc Lang, artiste, qui a commencé dans les années 60, qui agit toujours. Richard Long, c'est un anglais, c'est un randonneur, c'est un gros marcheur, quelqu'un qui fait 30-40 km par jour, qui a son sac à dos, qui a une corde, qui a son appareil photo, bien sûr, de quoi manger et de quoi dormir. Et là, c'est un 11 day walk in the mountain, près de Kyoto, donc une randonnée de longue de 11 jours, près de Kyoto. Vous voyez, il y a beaucoup de neige, on est dans les Alpes japonaises, près du lac Biwa, d'ailleurs, c'est dans cette région où notamment Kurosawa a filmé la plupart de ses films. Et alors, Richard Long intervient là, et il fait donc une intervention, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un qui fait de l'art en marchant, c'est-à-dire qu'il va prendre des pierres, il va les déplacer. Il va en faire des lignes, il va en faire des cercles, il va en faire des spirales. Bon, s'il n'a pas de pierre, il va prendre des morceaux de cactus, des morceaux de bois. S'il n'a pas ça, il va faire de la neige. Parfois, d'ailleurs, dans l'Himalaya, il ne pouvait pas utiliser la neige, elle était gelée. Il ne pouvait pas utiliser les pierres, elles étaient gelées, fixées. Alors bon, il a fait fondre de la neige, il a fait une espèce de cubine, il a versé de l'eau et il a photographié. Donc, vous voyez, un passage qui peut être très éphémère. Là, ça dure au mieux quelques minutes. Et encore, s'il n'y a pas une voiture qui passe et qui écrase tout. Donc, en fait, c'est une intervention. On voit que c'est humain simplement par le fait que c'est en ligne droite. C'est pour ça qu'il utilise, disons, le cordeau. Mais alors, Richard Long considère, lui, que l'homme est de passage, de toute façon, sur cette planète, et donc que l'artiste doit faire une œuvre de passage. C'est pas l'œuvre de l'artiste, c'est pas l'artiste qui est important, c'est simplement que, voilà, il signale son passage. C'est tout, comme tous les hommes, à un moment donné, hein, c'est un indice que quelqu'un, c'est là qu'une œuvre d'art a failli exister, parce qu'évidemment, ça s'est fondu en quelques minutes, il en reste qu'une photo. Hein. Alors c'est en même temps un hommage à l'art japonais. L'art japonais, c'est un art de la litote, c'est un art du peu, du très peu. Hein. Il y a dans les jardins japonais ne sont pas tous des jardins zen, hein. Ça peut être des jardins mous, ça peut être des parcs. Il y a dans les jardins japonais des kiosques pour écouter tomber la pluie, tomber la neige d'ailleurs. Hein. Donc c'est un petit peu, vous voyez, cet hommage à la neige, ou aux estampes type Canva, hein, c'est-à-dire les estampes de neige où donc on dessine en négatif en quelque sorte. Hein. C'est un petit peu ça. Donc vous voyez, là on est dans un espace-temps, hein, au fond. Est-ce que c'est encore de l'art? En tout cas, c'est quelque chose qui nous parle du temps. Alors, évidemment, un autre exemple, tu peux passer la diapositive suivante, s'il te plaît, eh bien, c'est ce qui s'est fait dans les années 60-70 en Italie aussi, l'arte povera. Vous voyez, le land art, l'arte povera, c'est la même génération. Hein. Et alors, l'arte povera, l'art pauvre, c'est au fond remettre les gens en contact avec des matériaux alors complètement vulgaires, des plastiques, des néons, ou des matériaux pauvres. Ça peut être de l'argile, ça peut être des grains de café, ça peut être... C'est très marrant, d'ailleurs, je pense qu'il y a une influence. Moi, quand j'étais gamin, combien j'ai fait de choses pour la faire des mers avec des grains de café, des grains de des moules, etc. Et je soupçonne qu'il y avait une influence occulte de l'arte povera à l'époque sur les instituts, sur les enseignants, c'est pas possible. Et puis, du bois, des fagots de bois, etc. C'est confronter finalement des gens qui étaient à l'époque du miracle économique italien, dans vraiment les débuts de la société de consommation en Italie, qui étaient au fond, des anciens paysans à l'endroit des villes et les ramener à la confrontation d'énergie. Alors ça peut être du feu, du gaz, de l'électricité, et puis de la beauté, de l'odeur de ces matières, etc. Alors le plus connu, il y en a pas mal d'artistes qui ont travaillé dans ce domaine-là, Mario Mers, Giovanni Anselmo, Guillaume Moretti, Piero Girardi, etc. Et le plus connu, c'est Giuseppe Pellone, qui actuellement est exposé à Versailles, dans le château de Versailles, qui a fait il y a quelques années une exposition rétrospective à Beaubourg. Alors Pellone, c'est quelqu'un qui est un fils de paysan d'ailleurs et qui inscrit souvent ses interventions dans la temporalité du végétal. Il va intervenir sur un arbre, marquer la silhouette de sa main et revenir 20 ans, 30 ans après. Ce qu'on appelle en anglais un work in progress, hein, quelque chose, un travail qui est en cours, qui est en train de se faire. Et alors là, c'est une intervention de 1988 intitulée Arbre et Vous voyez, il part d'une poutre. Et en fait, il prend donc cette poutre, qui est un produit semi-fini, qui vient d'un arbre,
il va prendre des anneaux de croissance de l'autre côté, dans la poutre, et il va dégager, faire ce qu'il appelle en italien le scorteggiamento, c'est-à-dire de l'écorçage en quelque sorte. Hein. Il dégage l'anneau de croissance, et alors non seulement il retrouve l'arbre dans la poutre, mais on pourrait dire qu'il fait un retour sur le temps, parce qu'il retrouve le jeune arbre dans la poutre, vous voyez, avec les nœuds, hein, donc les amorces effectivement des branches, c'est très très beau à voir, en plus ça a une odeur, donc ça nous confronte, vous voyez, à quelque chose qui est tout à fait à la fois physique, biologique. Et là, évidemment, c'est un travail sur la matière, et c'est un travail sur la biologie, c'est un travail sur l'espace-temps, à rebours d'un usage économique, en quelque sorte. Et finalement, l'art travaille souvent à rebours de l'usage économique. Hein. C'est quelque chose qui est en dehors de l'usage économique. Alors, bien sûr, le temps est essentiel. On en a vu deux exemples hein, dans l'art, disons, contemporain des 40 dernières années. Pour autant, l'espace est toujours un objet intéressant. Je vous parlais des Mars Brothers, il y a un travail extraordinaire sur l'espace, une séquence dans Une nuit à l'opéra. C'est lorsqu'ils se retrouvent à une vingtaine d'acteurs, je ne sais plus, bien sûr, les Mars Brothers eux-mêmes, l'électricien, la cuisinière, la femme de ménage, dans une cabine de 3 mètres sur 2, qui est la cabine de Mouchou. Et tout le monde se gêne, mais ils arrivent quand même à faire ce qu'ils ont à faire, ils sont 20 dans une cabine. Bon, il y a évidemment ce travail sur l'espace, alors on peut avoir des choses très, très intéressantes. Donc ça c'est la diapositive, ça c'est très contemporain, c'est pas de 2006, c'est Philippe Ramette, difficilement classable d'ailleurs, parce que c'est un sculpteur, vidéaste, photographe, et qui lui, c'est une espèce de Buster Keaton contemporain, c'est le Buster Keaton qui monte les cadeaux de la générale, Steve Junior, était quelqu'un qui avait même une plastique hein, de son visage, qui était finalement pas loin d'une œuvre abstraite géométrique, et qui, notamment dans les cadeaux de la générale, c'est très suprématiste en fait. Et alors, Philippe Ramette se promène un petit peu comme Buster Keaton dans des lieux, dans des espaces complètement improbables. Alors je précise, hein, ce n'est pas une photo retouchée hein, pas du tout. Il va réellement sous l'eau, il a donc une équipe avec un photographe, 2 plongeurs, et évidemment, c'est des tas d'impératifs. D'abord, il faut le faire nager, hein. Il faut trouver une eau quand même, qui est de l'eau de mer, hein, si ce n'est pas dans une piscine, il faut donc trouver de l'eau à peu près chaude. Il faut évidemment le faire à une heure où il n'y a pas trop de touristes, etc. Vous voyez, des tas de ces petites contraintes. Et notamment pour le vêtement, il met des billes de plomb hein, pour pas que les vêtements retrouvent. Donc il va contrarier, là aussi, les lois de la physique et marcher dans l'eau comme on marche, je dirais, dans les pays clés, au fond de la mer, ou donc chez Tintin, Tintin quand même un scaphandre. Bon, c'est un petit peu ça. Vous voyez, c'est des images poétiques qui peuvent rappeler en effet Buster Keaton, ou même Hardy, Oliver Hardy qui tombe sur des bières, qui éternuent, qui vide toute l'eau avec les poissons lancés. Bon, c'est un petit peu ces images. Vous voyez, l'art a cette capacité de s'affranchir toujours, on l'a vu avec Takis, des lois de la physique. Alors, je pourrais continuer sur l'espace-temps, sur les lois de la physique, sur l'espace loin. On va arrêter, je dirais, notre voyage pour cette année, puisque l'année prochaine, je vous parlerai des formes de l'univers, comment elles peuvent se retrouver dans le champ des arts plastiques. Et je vais arrêter par quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec l'univers. C'est là que la diapositive suivante, c'est une photographie tout à fait documentaire, apparemment, d'Édouard Bouba, fin des années 40, au jardin du Luxembourg, à Paris, un jour d'hiver, un jour de neige. Édouard Bouba, qui avait été photo-reporter de guerre, qui avait eu évidemment une overdose des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, fait partie ensuite de cette génération comme Doineau, comme Brassailles, comme Émilie Moniz, de ce qu'on appelait la photographie humaniste française, qui privilégie surtout les sujets populaires, les gens dans leur vie quotidienne, dans leur vie de travail, qui va exalter, disons, la présence humaine, hein, la beauté de la présence humaine, une espèce de, disons, de réaction humaniste, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est une photo tout à fait
banal. Vous voyez comme quoi le grand art peut côtoyer le petit art, parce qu'on peut se dire ça, bon, quelqu'un qui avait un bon appareil photo à l'époque faisait autant. Hein, ça pourrait être une photo de famille, vous voyez, avec une certaine étendue, bon, très documentaire, on voit des enfants, si ce n'est que on voit une petite fille qui vient devant, qui nous sourit, je m'excuse de la mauvaise reproduction d'image, je ne sais pas vraiment quoi, les clichés, je pense que c'est des photographies qui m'émeuvent énormément, que je trouve très belle. Barthes disait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du studio, vous voyez, bon, moi je peux dire, voilà, c'est les jardins du Palais Luxembourg à tel moment, je pourrais en tant qu'historien reconstituer à peu près la date, etc. Et il y a le contour, il y a quelque chose qui sort de l'histoire, quelque chose qui me pointe, qui m'émeut, bon, et c'est cette petite fille qui me sourit, donc à travers le photographe, qui nous sourit à tous. Et là j'affirme que vous avez un des plus beaux sourires de l'histoire de l'art. Qui pourrait, par exemple, vous faire penser au fameux sourire de l'ange de Reims. Pour moi, il est du même ordre. Il y a aussi un très beau sourire dans un film de Fellini, c'est la fin de la Dolce Vita, sur la plage, lorsque une jeune fille appelle Marcello Mastroianni et qu'elle lui sourit. Elle ne le juge pas, elle le sourit. D'ailleurs, Mastroianni ne va pas du côté de la jeune fille, il repart. Ou alors dans Les Ailes du désir de Wenders, on voit les enfants sourire aux anges, parce que seuls les enfants perçoivent les anges. Et alors en fait, il y a cette très belle dimension du sourire angélique. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de tout aussi émouvant, c'est que pour qu'il y ait ce sourire-là, pour que nous puissions sourire, pour que nous puissions regarder, pour que nous puissions bien sûr avoir une conscience, penser, pour qu'il y ait la matière consciente, ben, il nous faut quand même 3 fois 10 puissance 28 de particules élémentaires, c'est-à-dire 30 milliards, 2 milliards, 2 milliards de particules élémentaires. Et ça demande du temps. Et ces particules nous viennent des étoiles. Tout ce qui nous environne, ce carrelage, la Terre qui est autour, cette chaise, nous-mêmes, nous sommes, et c'est bien sûr Beritz qui a popularisé cette idée au début des années 80, dans Poussière d'étoiles et dans Patience dans l'azur, nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes tous constitués de rémanents, donc d'une nébuleuse proto-solaire, en l'occurrence, qui date d'un peu plus de 4 milliards 600 millions d'années. Vous pensiez avoir tel ou tel âge, ben vous pouvez déjà ajouter 4 milliards 600 millions d'années. Donc déjà pour 2% de votre matière. Alors si on prend la matière de l'univers, elle est à 90% de l'hydrogène, 8% d'hélium et 2% de ces poussières, qui sont des rémanents de nova, de supernovas, constitués de carbone, d'oxygène, de fluor, de calcium, de fer, etc. Et nous, dans notre corps, on a quand même 63% d'hydrogène, c'est la même quantité que le mer, et 25% d'oxygène, 25,5% d'oxygène. Et d'où nous vient cet hydrogène? Ben, cet hydrogène, il nous vient du Big Bang plus 3 minutes. Enfin, 3 minutes, puisque on va partir du Big Bang. Donc ça veut dire que nous avons tous ici dans cette salle 13 milliards 700 millions d'années. Je dirais depuis les observations de Planck mai 2013, qui sont à confirmer dans un an, sans doute 13 milliards 820 millions d'années. L'univers avait jamais vieilli. Je suis désolé de vous donner un coup de vieux, mais moi aussi je le ressens là d'un seul coup, je ressens une vieille fatigue. Et vous voyez, c'est de ça dont on parle ce sourire. C'est-à-dire que ce sourire nous vient des étoiles, ce sourire nous vient de l'univers, il nous vient du fond de l'univers. La matière consciente, notre conscience même, notre capacité de sourire, vient en fait de l'univers et nous engage en quelque sorte dans l'univers et qui, à travers nous, prend conscience, on va dire, de son existence. Même si ça a l'air un peu trop anthropocentrique de dire ça, enfin pour l'instant je m'en contente. Alors ce sera pour aujourd'hui la fin de notre petit voyage, et sans doute forcément le début d'un autre plein de promesses. Si j'ai réussi à vous faire sourire, si j'ai réussi à vous faire rire, à vous faire penser, à vous donner des belles images, si j'ai réussi à vous procurer un petit peu de plaisir, eh bien ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui est complètement inutile, qui est hors économie, qui n'est pas tout à fait hors société, mais en tout cas qui nous relie à l'univers, qui est complètement inutile et qui pourtant est indispensable, c'est quelque chose, ça s'appelle l'art.